Avocate, bonjour, avocate, polémiste, ma chère Raquel Garrido, je vous souhaite une bonne année 2020. Mais qu'est-ce que serait une bonne année 2020 pour vous alors? Une année 2020, c'est une année efficace dans la voie du remplacement d'Emmanuel Macron. Comment dire, une année sans réforme des retraites déjà. Comment dire, j'aurais préféré qu'on soit en 2022, à vrai dire. C'est ce que j'allais vous dire. Ça, il va falloir attendre 2022. Donc, au moins, on rentre dans la bonne dizaine, dans la bonne décennie. Ouais. Ça peut être un bon début d'année, ça peut être une belle grève générale, par exemple, ou pas? Non, c'est une victoire. Ce qui est beau, c'est la victoire. C'est quand la mobilisation, quand les gens se mettent ensemble, fraternisent et obtiennent des conquêtes sociales. Ce qu'il faudrait, c'est qu'Emmanuel Macron recule, évidemment, sur cette proposition qui fait pas du tout le consensus, alors, qu'on puisse dire. Elle ne fait pas consensus, elle fait débat, mais ce qui est terrible quand on regarde de manière factuelle, c'est-à-dire qu'on a un taux de grévistes bas, une France qui est empêchée par quelques milliers de personnes, qui est empêchée de circuler, mais le pays n'est pas dans la rue aux côtés des manifestants. Il y a aussi des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, pour son programme, et pour que passe cette réforme, Raquel Garrido. Alors d'abord rectifions, ça n'était pas dans le programme. Le programme disait même l'inverse. Il disait qu'il ne toucherait pas à la retraite à 62 ans. Et c'est quand même, cette affaire des retraites, c'est un point sur lequel, à chaque fois, on se fait avoir, nous, les électeurs. Rappelez-vous, Sarkozy, en 2007, avait dit, pendant la campagne, je ne toucherai pas à la retraite à 60 ans. Et Blanc, en 2010, il touche à la retraite à 60 ans. Pendant les grèves de 2010 qui ont été massives, il y avait le Parti socialiste, il y avait Hollande dans la rue qui était là contre Sarkozy en disant non, faut pas toucher à la retraite à 60 ans. Il fait lui-même campagne là-dessus et plaf, Marisol Touraine allonge à 62 ans. Et là, Macron fait campagne en disant je toucherai pas à 62 ans et boum, on se retrouve avec un âge pivot / équilibre qui commence à 64 ans, mais comme c'est un âge d'équilibre, il est évolutif, ça peut même aller au-delà. Donc il y a un problème profondément démocratique autour du rapport de nos gouvernants et nous les citoyens qui se jouent sur les retraites. C'est-à-dire il serait bon que pour une fois, la démocratie et la souveraineté s'expriment correctement. Nous ne sommes pas d'accord, nous les Français, pour abandonner une partie des Français. Je suis français et je ne vous rejoins pas là-dessus. Donc non, certains Français, je pense que la nuance doit être rappelée à chaque fois. Alors, mais dans ce cas-là, ça aurait été plus simple. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été plus simple à ce moment-là qu'ils disent tout ça lors de la campagne et qu'ils recueillent une majorité de suffrages sur ce point? D'autant que, regardez, la date de mise en œuvre de la réforme, c'est janvier 2022. Mais qui recule de 4 mois, de 5 mois. On est à 4 mois de la présidentielle. Eh ben, on en rediscute à la présidentielle, et puis là, à la présidentielle, il nous dira exactement ce qu'il compte faire, et les Français, eh bien, ils décideront s'il faut voter. Si repasse, ça n'empêchera pas la CGT et Sud de rebloquer de nouveau, puisqu'ils ne veulent pas du tout du projet. Donc c'est là où il y a un problème démocratique aussi. Si le droit de grève est légitime, inscrit et respecté et respectable, il y a aussi le blocage que subissent les Français, quoi. Bah écoutez, la grève, c'est quand même un outil industriel qui est normal, puisque rien ne fonctionne sans l'activité humaine. Là, on parle des raffineries là, qui vont peut-être être bloquées à partir de lundi. Bloquées. Voilà, mais c'est illégal, a dit la ministre Pannier-Runacher. Un policier qui porte pas son Rio, c'est illégal aussi, hein, ça choque personne. Bon. Si vous voulez, ce rapport d'analogie, je trouve, et vraiment je vous attaque pas, vraiment soyez-en convaincus, je trouve que ce rapport d'analogie pourrit le débat véritablement parce qu'il empêche d'échanger. Si vous voulez, moi ce que je vais vous dire, c'est que je suis ce qu'on appelle communément un enfant du métro. Mon père était un ouvrier de la RATP, il a 82 ans aujourd'hui, il est retraité depuis l'âge de 58 ans. Lui-même admet les limites de cet état de fait-là. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que... Il a beaucoup de chance, votre papa, d'ailleurs, je le salue, et je le remercie pour son travail qu'il a fait, mais c'est rare un ancien salarié de la RATP qui a jusqu'à 82 ans, la moyenne est beaucoup plus basse, et d'ailleurs, c'est un mystère. Savez-vous que la SNCF et la RATP ne communiquent pas sur l'âge de durée de vie réelle des exploitants. En réalité, elle est très basse. Là, par exemple, juste dans les derniers mois, on a eu 3 décès d'anciens chauffeurs du RER
salaire B. Ce sont des métiers où on meurt Il faut jeune. prendre en compte la pénibilité, ça fait partie de la négociation. Il y a quand même un agriculteur qui se Si vous voulez, ce que j'allais vous dire, moi, c'est que... Et qui sont contents de la réforme des retraites. Ce qui est gênant, c'est la confiscation du débat de gens qui peuvent soutenir cette réforme. Le fait de tout de suite être considéré comme quelqu'un qui en a rien à foutre des enfants et des petits-enfants des Français. Et donc, c'est toujours ramener, niveler ce débat vers le bas qui fait qu'il n'y a pas de véritablement d'échange et que les gens qui sont en faveur de cette réforme pour des raisons légitimes et qui ont voté aux présidentielles et aux législatives. Mais pas pour ça, Alors, c'était pas dans le programme. Oui, mais par exemple, il n'y avait pas dans le programme les 17 milliards qui ont été octroyés aux Gilets jaunes et je m'en réjouis et je me réjouis que ça ait été fait. C'est Vous voyez moins ce que je veux dire? Et je me réjouis que ça ait été fait. Donc effectivement, on sait très bien que les campagnes, c'est du marketing et de la communication. Et effectivement que souvent, si ça on ne passe retrouve pas nécessairement les choses Moi, qui je sont trouve dites. que ça, c'est un problème démocratique et c'est la raison pour laquelle je plaide depuis de nombreuses années pour le droit de révoquer les élus entre les élections ou par exemple pour le référendum d'initiative citoyenne tel qu'il est proposé par les Gilets jaunes. Je trouve que tout ça, ça nous renvoie à un problème démocratique, un vice pour de le faire là démocratie. Vous Bien seriez sûr. d'accord là, plutôt que entamer le blocage qui nous est annoncé, de mettre en place un référendum citoyen qui permettrait à la population, notamment à cette majorité sûr. silencieuse, de s'exprimer. Et si la réforme passe Est-ce que si la réforme l'emportait, vous vous soumettriez à ce référendum? Oui. Alors là, je vous le dis sans aucun problème. Et d'ailleurs, je suis sur un autre dossier, l'aéroport de Paris et la privatisation de l'aéroport de Paris, dans une démarche de recueil de signatures pour obtenir le référendum. Emmanuel Macron lui-même avait dit qu'au bout de 1 million de signatures, lui, il était pour qu'on puisse déclencher le processus. On est déjà plus de 1 million, et il ne le fait pas. Ouais. Voilà. Question, Zora Habitant. Alors, moi, je veux bien entendre que chacun dans son parti ait des visions de la société différentes. Des conquêtes sociales pour vous seraient des... En tant qu'avocate, vous contestez la réforme des retraites, hein, justement, juste en tant qu'avocate, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, d'ailleurs, il y a une grève, mais des une grève professions forte libérales des qui avocats arrivent là, oui. qui va commencer dès lundi. Ouais. Chacun considère ses propres conquêtes sociales. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui la réforme des retraites aujourd'hui est une bonne réforme, est une nécessité. C'est sa propre conquête. Si peu. Non, mais peu importe, il y a des gens qui ont le droit de considérer que le programme d'Emmanuel Macron et ses réformes sont des bonnes réformes. C'est comme ça la démocratie. Bien et sûr. on a le droit de respecter que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Bien sûr. Ça, la base. il faut que ça dure, il faut que ça perdure. Mais c'est le pluralisme, voilà, ça. Exactement. C'est salutaire. Donc maintenant, moi, je me dirais que la société a changé, et elle s'est transformée, elle a basculé, et elle est de votre côté. Quand, en 2022, la France insoumise va gagner les élections présidentielles. Et là, vous pourrez appliquer votre programme. En attendant, on ne peut pas dire les Français, la majorité, etc. Il y a, d'abord, la France, elle est plurielle. Il y a des gens qui subissent pas du tout les mêmes choses en fonction des territoires où ils sont. Il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui soutiennent de loin parce qu'ils ne sont pas concernés, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une petite minorité aujourd'hui, ça ne fait pas la France. Et qu'on mesure aujourd'hui, et peut-être malheureusement, la force de nos idées qu'aux urnes. On n'a aucun endroit, nulle part ailleurs, pour mesurer si le projet de la France insoumise... Je veux dire, et encore, Oui. parce que quand on élit des personnes qui jurent sur la tête de leur mère, qui vont pas reculer l'âge de la retraite, et qui le font quand même l'élection est vicieuse de habitant. C'est tous les présidents. C'est quelque chose qui marque Sarkozy, la Ve Hollande. République, la monarchie présidentielle. En réalité, ce que vous avez aujourd'hui, L'exercice c'est du pouvoir. un homme, Emmanuel Macron, face à des dizaines de milliers d'autres. Et puis, à la limite, les observateurs. Mais ça serait quand même plus efficace que celui qui, tout seul, peut décider de retirer sa réforme, le fasse, non? C'est plus facile de faire changer d'avis une personne que des dizaines de milliers qui sont en grève, en plus, pour l'intérêt de tous. Il y a des dizaines de milliers qui la soutiennent, Madame Garrido. Eh oui. Je les vois pas. Je peux l'assurer. Je les vois pas. Ils sont pas dans les études d'opinion. Ils sont pas dans les études d'opinion. Et même, ces personnes qui, théoriquement, évidemment, il y en a qui théoriquement, soutiennent cette réforme. Ces personnes-là, quand le calcul des pensions est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, ont perdu. Perdront quand on passera des 25 meilleures années à la prise en compte de la retraite, de la carrière complète. C'est le cas des femmes en particulier, qui sont très très pénalisées par cette réforme. Donc toutes ces personnes qui aujourd'hui soutiennent, elles voteront pour prendre en compte aussi les premiers enfants. Et puis on n'a pas la valeur du point encore, donc on ne sait pas comment ça va monter. On sait que nous, les femmes, on a 20% de salaire en moins. Donc on cotise
sur toute la vie, en gros, 20% en moins si on travaille Ça, à c'est peu une près tout le aberration, temps. mais qui n'a rien à voir avec la Mais réforme des avant, retraites Non, aussi. mais avant, d'accord, sauf qu'aujourd'hui, à partir du moment où ce sont que nos meilleures années qui sont prises en compte, et en plus, où on a des trimestres en plus, moi j'ai 8 trimestres pour mes 3 enfants. Ouais. Quand j'ai fait des enfants, je savais que j'étais dans un système solidaire. Aujourd'hui, il y a une nana, une députée En Marche, l'autre jour, qui me dit, aujourd'hui, vous aurez une prime de 5% sur votre premier enfant, comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire vos 3 enfants. J'ai meuf, je les ai C'est déjà pas le mes meilleur 3 des enfants. arguments qu'on a entendu, ça. Non, mais ridicule. on entend les niveaux des arguments qu'on entend. De part et d'autre. Étienne Non, pas Liebig. de part et d'autre. Au contraire, moi je trouve qu'il y a toute une génération notamment de cheminots. Alors Anas Kazib est probablement la pointe avancée Il est et dans les grâce GG. soit loué au GG d'avoir fait connaître à la France ce merveilleux Je suis garçon. pas sûr que tout le monde nous soit reconnaissant d'avoir fait Moi connaître je l'aime Anas Kazim. beaucoup. Moi je l'aime beaucoup. C'était son anniversaire hier, joyeux anniversaire Anas. Mais ils ont des arguments, ils ont des bons arguments, ils comprennent bien la situation, ils sont capables de l'expliquer et surtout ils se dévouent pour l'intérêt général parce que cette affaire de fonds de pension, de régimes spéciaux, c'était l'épouvantail. C'était pour que les Français se disent c'est pour les régimes spéciaux. Mais en vérité, c'est pas ça le fond de l'affaire. 97% des retraités sont dans le régime général et ce qui est en cause, c'est vraiment cette histoire de passage à la retraite à point. Et c'est la grande majorité qui a beaucoup à perdre par la réforme. C'est 3% qui mettent la pagaille finalement par rapport aux 97%. Mais ce qui est assez baroque, faut quand même le reconnaître, quoi, parce que finalement. Mais attendez, d'abord, on attend les profs lundi, les professions libérales. Il y a un collectif qui s'appelle SOS Retraite avec toutes les professions libérales, notamment du milieu des soins, les kinés, les infirmières, etc. Et il y a beaucoup de soutien par procuration, il faut le dire, parce que c'est pas simple de prendre le risque de faire grève, parce qu'on peut se faire licencier. Et on peut perdre de l'argent aussi. Étienne Liebig. Ouais, moi, je voudrais savoir, par rapport à la stratégie de la France insoumise, moi, j'ai l'impression, par exemple, il se trouve que micro, s'il te plaît, Étienne, pour que tout le monde profite de tes paroles. Dans ma banlieue, et par exemple, la question des gilets jaunes, je trouve, n'a pas pris du tout en banlieue. C'est quand même les gens, quand on regarde au niveau social, les gens les plus défavorisés. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ni la France insoumise, ni les autres partis, quand ils disent le peuple, ils parlent pour ces gens-là. Et j'ai l'impression que eux, les gens de la banlieue, n'étaient pas concernés par les gilets jaunes, et qu'aujourd'hui encore, pour y habiter et pour voir les gens qui essayent d'aller bosser, etc., j'ai encore l'impression qu'ils sont mis hors du coup. Or, ils représentent beaucoup de gens. Et quand on se dit qu'on représente le peuple, je me demande si... Moi, maintenant, j'ai l'impression que la France insoumise, c'est aussi un peu un parti bourgeois. D'apparatchik pas d'apparatchik, un parti de bourgeois qui crée du concept politique incontestablement, mais qui ne touche pas les gens les plus pauvres de ce pays. D'abord, j'ai une nuance sur la sociologie des gilets jaunes. Regardez qui sont les figures qui ont émergé. Qui sont les figures? Des banlieusards. Jérôme Rodriguez, 93. Fauzi Lelouch, Sevran. Éric Drouet, 77. Priscilla Ludowski, 77. Les figures les plus visibles et les plus motivées sont de la banlieue parisienne. Et ça, c'est quelque chose qui a été sous-estimé à mon avis. Il y a une France là, qui est une France fraternelle, de gens qui, effectivement, ont su comprendre qu'à un moment donné, le problème, c'était pas le voisin musulman, c'était pas l'immigré, c'était qu'il fallait une vraie démocratie avec le RIC et il fallait distribuer l'oseille, quoi. Et donc, rétablir l'ISF et à partir des autres, en plus des autres revendications qui ont émergé. Voilà, ça c'est un point, je pense qu'il faut noter. Après, évidemment qu'il y a une double peine pour la banlieue, parce que la banlieue, moi j'habite dans le 93, j'habite à Bagnolet. C'est vrai que la banlieue, quand elle est déçue de la politique, et il y a vraiment de quoi l'être, au lieu de voter à droite, à l'extrême droite, ou voilà, elle s'abstient. Elle va dans l'abstention. Elle s'inscrit plus sur les listes électorales. Donc, voter à droite, l'extrême droite, n'est pas insoumis. Non, oui, un peu insoumis quand même. Moi, chez moi, Mélenchon, il a fait 40%. Vous reconnaissez que la banlieue, aujourd'hui, elle vote à droite ou extrême droite, quoi. Non, je dis qu'elle ne vote pas. Si, elle vote. Quand elle vote plutôt droite ou extrême droite. Non, justement. Attends, finissez, Raquel. Attendez, la banlieue. Non, mais allez-y, finissez. Allez-y, finissez. On parle des quartiers populaires. Les quartiers populaires ont la double peine. C'est-à-dire, l'abstention dans ce pays, elle est sociologiquement très marquée. Quand est-ce que vous vous engagez, vous, en politique? Parce qu'on connaissait l'avocate, la polémiste. Quand je dis polémiste, c'est chroniqueuse chez Ardisson, TPMP. Balance ton poste. Oui, balance ton poste avec Hanouna, je veux dire. Quand est-ce que vous vous engagez en politique alors? Mais moi,
dans le Est-ce que ça vous tente ? 93 et à Bagnolet, ce qui me tient à cœur, c'est d'obtenir le droit de révoquer les élus. C'est une bataille. Alain Marchal, on en a parlé tellement souvent on s'est au engueulé GG. là-dessus. Oui. Et vraiment, j'y tiens beaucoup à cœur parce que j'en ai marre des partis qui disent aux gens faites-moi confiance. Je pense que la confiance en politique, c'est quelque chose qui prend les gens pour des cons. Il faut le contrôle. Moi, j'ai pas envie de faire confiance, j'ai pas envie de faire des chèques en blanc. J'ai envie de garder le contrôle entre les élections. Et je pense que si on avait le droit de révoquer les élus, Mais du coup, il y attendant, aurait plus de participation citoyenne. En attendant, J'aimerais que Bagnolet soit la première grande ville de France où il y ait le droit de révoquer les élus. donc ça pourrait être. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Je soutiendrai une liste dans laquelle toute la liste et tous les élus acceptent d'être révocables entre les élections et mettre dans le règlement intérieur du conseil municipal une modalité précise donc vous pour pourriez que les Bagnoletais puissent révoquer leurs candidate élus. vous-même à Bagnolet ? Je pourrais être sur une telle liste si tout le monde accepte d'être révocable. Et d'autres choses. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut tirer au sort des groupes qui doivent veiller sur le programme. Je pense que, si vous saviez, le fait présidentiel dans les communes, cette espèce de potentats locaux que sont les maires parfois, le Code général des collectivités territoriales donne aux maires deux pouvoirs, l'état civil et l'ordre public. Mais tout le reste, toutes les autres compétences, normalement, sont au conseil municipal. Et ben, savez-vous que la plupart du temps, au premier conseil municipal, tous les pouvoirs sont donnés aux maires, qui ensuite les répartit, les retire, les avec les délégations. Donc moi, je suis contre ça. Voilà, je suis pour une collégialité. Je suis pour sortir de la. Merci. En attendant, la télé continue. En attendant, la télé continue la saison prochaine. Ah oui, je suis ravie d'être à Balance ton poste. C'est une émission dans laquelle il y a une très très grande liberté de parole, vraiment. Et je me régale. Des fois, je me frite un peu avec Éric Nolot qui des fois me sort un peu par les oreilles. Pas trop nombreux pour l'exercice. Il y a beaucoup de monde autour de la table. Par rapport à nous, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour de la table, mais on garde l'antenne 3 heures, 3h30, 4 heures. On garde l'antenne très 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 longtemps. Cyril prend l'antenne à 18h30, il la rend à 1h du mat, 1h30. Et donc on est nombreux, mais c'est vrai qu'il y a aussi du temps pour s'exprimer. Voilà. Oui. En surface, parfois. Merci Raquel Garrido. Bonne année. Merci, bonne année à tous.